on va commencer par une question qui a été posée sur les hypnothérapeutes et éventuellement les grands noms de l'hypnose qui auraient pu avoir des difficultés à rentrer dans l'état hypnotique. Alors pour un sujet qui connaît pas du tout, ça peut se comprendre parce qu'on a besoin de lui apprendre, de lui montrer un peu le chemin. Mais pour quelqu'un qui est formé ou qui était vraiment un expert dans le domaine, à ton avis, ça peut être quoi les réticences qu'il y a derrière ou les blocages qu'il y aura à faire sauter? Alors il y a plusieurs choses là-dessus, hein. Vraiment là, Ouais, c'est une j'entends, grosse question, hein. ouais, mais j'entends deux. Enfin, il y a souvent deux croyances qu'on a par rapport à ces choses-là qui sont totalement opposées. C'est-à-dire qu'on a l'idée que quelqu'un qui serait spécialiste de l'hypnose rentrerait moins facilement dans l'hypnose. Parfois, je veux dire, Ouais. si moi qui pratique l'hypnose, je vais chez quelqu'un qui débute en hypnose, souvent il va appréhender, il va se dire bah du coup vous connaissez le truc, vous allez moins vous laisser aller. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'en réalité, il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont mécaniques. C'est vrai que si on essaye de m'avoir par une induction qui consiste à convaincre, qui est basée sur la croyance, etc., bah ça risque de pas changer grand-chose, parce que de toute façon, j'ai déjà quand même une idée sur la question. Je suis pas totalement naïf de ce qu'est l'hypnose. Ouais. Et c'est vrai que si on m'emmène dans quelque chose qui correspond pas du tout à ma vision, c'est pas impossible que ça puisse poser des problèmes parce que j'aurais une idée déjà trop précise, contrairement à quelqu'un qui est pas du tout de la partie et qui est, on va dire, plus ouvert sur la question. Mhm. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup d'aspects mécaniques. Par exemple, si on m'entraîne, je sais pas moi, dans l'imaginaire, bah ça va agir comme sur l'imaginaire de n'importe quelle personne. C'est pas le fait que je connaisse l'hypnose qui va changer quoi que ce soit. Et il y a énormément de gens qui sont formés à l'hypnose et qui sont des spécialistes de l'hypnose et qui sont d'excellents sujets à l'hypnose. Mais en réalité, bon, moi je reçois énormément de collègues en cabinet. En général, quand ils prennent le temps de prendre soin d'eux et de se faire des séances, c'est pas pour venir forcément décortiquer la séance. Ça peut arriver, je peux avoir des débutants qui viennent un peu au défi, pour me mettre au défi. Moi je m'en fiche, hein, si ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc ils peuvent être un peu déçus. Mais en général, quand j'ai des collègues plus aguerris, au contraire, ils se laissent porter. Ensuite, ça répond à leurs attentes ou non, mais ils se laissent porter plutôt assez bien. Mhm. Mais par contre, c'est vrai que, alors sur les grands noms de l'hypnose, par exemple, Erickson disait lui-même, lui qui était très très fort en auto-hypnose, on le sait, Ouais. il disait qu'il avait des difficultés à être accompagné. Probablement parce qu'il devait trouver que les approches qu'on lui opposait étaient souvent assez maladroites et directives, et en effet, il devait avoir du mal à être réceptif à cette approche-là. C'est pas forcément qu'il était un mauvais sujet à l'hypnose. Il le dit d'ailleurs, hein, je sais plus dans quel, j'ai pas en mémoire là très fraîchement ce passage, mais il dit qu'il a des difficultés à être accompagné parce qu'il a tendance quand même à écouter toutes les techniques, à écouter les défauts, à être voilà dans une posture quand même d'expert. Il a Mhm. du mal à se laisser aller. Mais probablement qu'avec certaines approches peut-être plus simples ou plus collaboratives, il aurait pu se laisser aller beaucoup plus facilement. Mais on retrouve ça, par exemple, j'ai parlé une fois de Darren Brown, qui est un Britannique, qui est un Oui. mentaliste, qui est vraiment un grand grand maître de l'hypnose. Lui, il dit il a jamais réussi à rentrer en hypnose accompagné par quelqu'un. Une fois, il témoigne d'une expérience qui était à peu près concluante, mais c'est tout. Et dans la littérature, d'ailleurs chez les anciens par exemple, ben, la question se posait pas forcément, l'hypnose c'était quelque chose qu'on faisait sur les gens mais qu'on recevait pas forcément pour soi. Pierre Mhm. Janet par exemple dit que lui-même n'est pas hypnotisable, puisqu'il considère que l'hypnose n'est valable que chez des personnes qui souffrent d'un trouble dissociatif. Lui ne souffrant pas de trouble dissociatif, il ne se considère pas de toute façon comme hypnotisable. Il fait pas Mhm. partie de cette frange des gens qui sont hypnotisables. Il n'y avait pas forcément cette notion qu'on peut entraîner une personne saine à une hypnose profonde. En tout cas, pas chez lui. À l'époque, il y avait d'autres gens qui pensaient, mais donc la question se posait pas. Je pense pas il y a des tas de gens. Faudrait vérifier, mais je pense pas que Charcot ait demandé, ait essayé d'être hypnotisé ou ait cherché à être hypnotisé. C'était pas forcément, on voyait pas forcément les choses en ces termes-là. Alors, il y a cette idée qu'avec une personne qui serait experte, ça serait plus difficile, mais on a aussi l'idée inverse. Moi, j'entends souvent, par exemple, dans les formations, des gens qui disent, oui, mais entre nous, c'est facile, parce qu'on connaît l'hypnose, on sait ce que c'est, on se l'a Ouais. expliqué, on en a parlé. Mais quand on sera avec des vrais gens, des gens naïfs, naïfs au sens voilà naïf de ce qu'est Oui. l'hypnose, des gens qui arrivent voilà en disant bah, je n'ai pas particulièrement plus d'idées que ça sur l'hypnose, mais je souhaite bénéficier d'une séance, ça va être plus difficile alors. Là on est entre nous, on y met d'une autre, quelque part on est complaisant.
Mais ça risque d'être plus difficile avec des gens qui n'y connaissent rien. Et quand même, je dois avouer que je dirais que c'est plutôt l'inverse. Que c'est vrai que des gens qui n'y connaissent rien sont quand même plus faciles à appréhender et à accompagner dans l'hypnose. Il y a une sorte d'ouverture, ils ne connaissent pas, donc ils vous font confiance. Et ils sont pas là à épier les erreurs ou à dire mais moi dans ma formation on m'a appris ça donc je comprends pas pourquoi vous faites ça. Il n'y a pas ce côté-là. Là je suis en train de passer en revue dans ma tête pas mal de collègues auxquels je Ouais. pense et je pense qu'il y a autant de gens qui ont des résistances avec lesquelles il faut travailler ou qui ont besoin de temps ou qui ont besoin d'entraînement que de gens qui sont extrêmement réceptifs. Certains ne savent pas qu'ils sont réceptifs. Il y a pas mal de gens qui pensent ne pas être de bons sujets à l'hypnose et qui finalement s'avèrent l'être. Parce que, encore une fois, parce que c'était pas les bonnes techniques qu'on leur avait proposées. Mhm. Et ça, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Plutôt que des mauvais sujets à l'hypnose, c'est qu'il y a des techniques perfectibles. Euh, et souvent, d'ailleurs, entre professionnels, quand on se fait des séances, on va parfois passer moins de temps, peut-être parce qu'on se met des pressions ou autre, mais on va parfois passer moins de temps à faire de la pédagogie, à passer par toutes les étapes. On va parfois utiliser des raccourcis, comme par exemple demander à l'autre de se mettre déjà en hypnose. Ah ben, puisque tu connais, vas-y. Et ça, c'est à mon avis une erreur. Ça. Il ne faut pas utiliser de raccourcis. Il faut bien passer par toutes les étapes, bien être progressif. C'est pas parce qu'une personne semble avoir une expertise ou une expérience en hypnose qu'il ne faut pas prendre de tous les soins nécessaires avec elle et faire et valider toutes les étapes. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être le contexte dans lequel, quand j'hypnotise quelqu'un que je sais être un spécialiste, je fais peut-être un moins bon travail. Je soigne moins mon induction. Du coup, Mhm. je compte beaucoup plus sur sa connaissance et sa complaisance, alors que la personne, elle compte vraiment sur mon accompagnement. Donc ça peut être un facteur. Mais sinon, j'ai pas particulièrement. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas que les gens qui sont des experts de l'hypnose rentrent moins bien en hypnose. Ni mieux d'ailleurs, ni mieux. Mm. Il y a... Tu revenais sur l'idée que les personnes connaissent et donc du coup c'est plus... Enfin, on fait moins bien le travail. Il y a cette question de croyance aussi. Tu penses pas que ça peut être au niveau des croyances un peu limitante que j'ai pas besoin de rentrer en hypnose, donc j'ai pas besoin d'être un bon sujet et je suis pas dans mon truc quoi. Alors, J'ai pas besoin de le vivre. alors que si la personne n'a pas la croyance qu'elle a besoin de rentrer en hypnose, alors probablement elle va même pas chercher à le faire. Ouais. En tout cas, il peut y avoir des croyances qui font que la personne va se soumettre ou non à de l'hypnose, Mhm. mais je crois pas que l'hypnose soit une question de croyance, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, qui vont dire par exemple, moi je suis un très mauvais sujet à l'hypnose, et qui derrière, si on leur applique la bonne, ils vont dire par exemple, je suis un très mauvais sujet à l'hypnose, c'est sûr, je suis pas hypnotisable, mais j'ai envie d'essayer. Et si on leur applique la bonne technique, la bonne méthode, ils vont se retrouver en hypnose comme n'importe qui. Mhm. Et il y a au contraire des personnes qui peuvent dire moi je suis sûr que je suis très hypnotisable et on se rend compte ils nous donnent du fil à retordre parce que ils comprennent pas forcément ce qu'on attend d'eux, ils brûlent des étapes et Mhm. du coup il y a une moins bonne qualité des phénomènes, etc. Donc la croyance qu'on a sur l'hypnose ne va pas forcément changer un petit peu, mais pas fondamentalement l'expérience d'hypnose. Alors on peut avoir quelqu'un qui va avoir cette croyance, qui va dire mais puisque moi je sais ce qu'est l'hypnose, puisque moi je connais les techniques derrière, elle devrait pas marcher. Et une fois j'avais parlé de la confusion. Et j'avais donné si ma mémoire est bonne, j'avais donné un exercice, une technique qui consiste à annoncer, voilà ce que je vais faire, je vais vous faire une longue confusion. Donc on va faire Mhm. une confusion à la personne en lui annonçant qu'on lui fait une confusion. Et ensuite on va faire des longues confusions pendant peut-être 1, 2, 3, 5 minutes peut-être. Mais on lui a annoncé, on n'essaie même pas de la feinter. Et bien qu'elle sache ce qu'on est en train de lui faire, ça marche. Ça marche parce que ça marche mécaniquement, parce que la confusion Mhm. agit à un niveau mécanique. C'est-à-dire que le cerveau essaye de comprendre ce qu'on est en train de dire, mais il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de fatigue, il y a une sorte d'usure et un décrochage qui peut se passer. Il y a une perte de sens en fait. Mais ça c'est Ouais. mécanique. Que je sache ou non, que j'ai compris, que j'ai décelé ou non qu'on me fasse de la confusion ne change rien. Donc si j'ai un collègue par exemple qui me dit ah j'entends très bien ce que tu fais de la confusion, ben c'est pas grave, je peux dire bah très bien, parfait, mais je vais continuer. Et je peux continuer comme ça. C'est pas parce Mhm. qu'il sait ce que je fais que ça va pas marcher. Sur certaines choses oui, et notamment sur les suggestions très indirectes de type j'en parlais la dernière fois, du type vraiment subliminal. C'est-à-dire le fait d'essayer d'obtenir un effet
sans aucune évocation directe, enfin qu'avec des insinuations. Là, oui, Oui. en effet, si j'ai quelqu'un qui est entraîné, il va détecter ça et du coup, ça casse l'effet. Il y a un exemple en note d'un article d'Erickson, il y a un exemple où il joue comme ça avec un de ses fils. En fait, il se retrouve à la maison avec un de ses fils, tout le reste de la famille est parti, les 7 autres enfants et leur mère sont partis se Je vois où tu balader, vas venir. ouais, et il reste avec un de ses fils qui lui parle, et lui il voulait être tranquille, il était un peu fatigué, il avait pas mal de problèmes de santé, donc il était fatigué, il voulait rester à la maison tranquille, et puis son fils est là, il lui parle de plein de choses, et à un moment donné, il a dans l'esprit l'idée, il se dit... Bon, je vais lui donner les clés de la voiture et puis je vais lui proposer d'aller se balader. Mais bon, son fils lui parle, du coup il lui propose pas. Et puis au bout d'un moment, il a à nouveau l'idée, il se dit bon, allez, je vais lui donner les clés de la voiture et puis je vais lui dire allez, va te balader, fous-moi la paix. Et puis son fils lui parle d'anecdotes, il lui raconte ah tu te souviens papa quand on était parti en vacances chez la tante machin, etc. Enfin bon, je me souviens plus des détails, mais des Ouais, tas de ouais. souvenirs de vacances, des tas de souvenirs comme ça. Et au bout d'un moment, Ericsson a à nouveau cette idée de lui filer les clés de la voiture et il se dit mais attends, cette idée-là, je l'ai pas par hasard. Je vois très bien ce qu'il est en train de faire, le petit malin. Il est en train de me raconter des tas d'anecdotes qui ont en commun indirectement l'idée de la voiture, mais sans jamais utiliser le mot voiture, et Mm. l'idée du voyage, sans jamais utiliser le mot voyage. Il n'avait pas utilisé le mot clé, rien, mais il n'empêche qu'il est en train de me mettre dans l'esprit indirectement l'idée de les clés de la voiture. Donc Ericsson lui dit simplement non, c'est hors de question. Et donc son fils qui était véritablement en train de faire ça en fait, volontairement, hein, pas inconsciemment, il était en train de faire cette technique, d'essayer de manipuler son père pour s'amuser. Et il lui répond ah bon bah avoue papa que c'était bien essayé, hein. C'était bien tenté, ouais. Voilà. Mais et donc Ericsson lui demande mais t'as vraiment envie d'aller te balader? Il dit, non non c'était juste pour voir si j'arriverais à te feinter quoi. Et Mm. donc le fait que son père soit formé et sache reconnaître cette technique de saupoudrage par association d'idées, etc., qui est extrêmement fine et élaborée là. On est quand même dans une Ouais. famille de... Voilà, c'est spécial hein, comme jeu. Et bien le fait qu'il soit formé et qu'il sache la reconnaître a cassé le truc, parce que une autre personne qui ne connaîtrait pas cette technique, en effet, aurait eu cette idée, lui aurait proposé et n'aurait pas su qu'elle venait en réalité de lui, de la personne en face, l'idée. Il aurait pensé que l'idée venait de lui, de lui-même. Mais là, il a su reconnaître que c'était une technique de suggestion indirecte, et donc forcément, ça a raté. Donc oui, sur certaines techniques comme ça, si on le sait, ça marche moins bien. Mais par exemple, typiquement sur les suggestions directes, dont je parlais la dernière fois, si je dis à une personne regardez votre main et attendez, et elle va monter toute seule, sans aucun effort de votre part. Eh bien là, que la personne soit formée à l'hypnose ou qu'elle ne soit pas formée à l'hypnose, elle a le même nombre d'informations sur ce qui est en train de se passer. En gros, elle regarde la main et la main va monter toute seule. Et Mhm. éventuellement, elle est plus rassurée. Quoique, je connais énormément de gens qui pratiquent l'hypnose, et même parfois certains qui l'enseignent, qui finalement, si on écoute bien leur discours, ne croient pas énormément à l'hypnose. Ont beaucoup de doutes sur la véracité des phénomènes de l'hypnose et de l'hypnose elle-même. Certains même ont la croyance que l'hypnose n'est pas un état, donc que l'état d'hypnose n'existe pas, etc. Donc à la limite, même chez certains experts déçus, on peut retrouver même plus d'incrédulité. Mais pour Mm. autant, si on les accompagne bien, crédules ou incrédules, peu importe, hein, ils vont développer de l'hypnose, ils ont un cerveau, ils peuvent développer de l'hypnose.